Certains députés européens n'hésitent pas de qualifier les dernières élections législatives en Algérie de mascarade. Des experts algériens et internationaux versent dans le même sens en précisant que la seule chose qui a été transparente lors du scrutin, c'est la fraude massive. Dans cette émission, Malika Benarab, députée européenne du groupe des Verts, et Ali Benouari, ancien ministre algérien des Finances, décryptent la déroute de la mouvance islamiste que tous les analystes politiques prédisaient comme les larges vainqueurs du scrutin. Ils nous disent aussi le secret de la victoire du parti au pouvoir en place depuis un demi-siècle. Et qu'en est-il de la santé économique de l'Algérie, que les experts ont coutume de comparer à un ordinateur qui n'est connecté ni à Internet ni à aucune autre machine, mais qui a peur des virus? Nos invités nous diront aussi leur vision de l'Algérie future, si le pouvoir venait, par miracle, à passer la main aux vrais démocrates. Madame la députée, Monsieur le ministre, bonjour et merci d'être avec nous. Madame la députée, les élections législatives en Algérie, une mascarade? Oui, c'est vraiment ce que je retiens de ce qui s'est passé. Hier est paru le rapport de la CNISEL, qui est la commission électorale algérienne. J'ai trouvé que le président de la CNISEL était courageux et il a dit clairement, il connaît bien la situation algérienne. C'est un Algérien qui est sur le terrain et son rapport est terrible, quoi. Il y a eu des fraudes massives, ces élections n'ont été ni transparentes ni démocratiques. C'est terrible de dire ça, parce que le pouvoir algérien a souhaité donner une image de pas vers la démocratie. C'est un peu ce qui a été dit par le commissaire Salafranca et Mme Ashton dans leur déclaration, un premier pas vers la démocratie, mais je n'y crois pas du tout. La démocratie n'est pas là et les aspirations du peuple algérien ne sont pas entendues, et en particulier ceux de la jeunesse. Monsieur le ministre, vous êtes du même avis? Elles ont été truquées? Absolument. Les élections ont été truquées, massivement truquées, comme d'habitude. Moi, ce que je retiens, c'est le côté provocation de cette élection. C'est un scandale. Mais ce qui me choque le plus, voyez-vous, ce n'est pas tellement qu'on assiste à une énième provocation, à un énième trucage. Ce qui m'attriste et me choque, c'est l'attitude des observateurs de l'Union européenne et de la Ligue arabe, bien entendu, mais surtout de l'Union européenne, dont on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'elle vienne en soutien à une dictature arabe. Aujourd'hui, le plus grand scandale, à mon avis, est là. Vous êtes d'accord, Madame la députée européenne? Vous avez été présente ou présent là-bas, je parle en général, pour soutenir la dictature en place? Moi, je me suis rendue en délégation officielle de la délégation Maghreb en octobre 2011. J'ai rencontré la société civile, j'ai vu la société, je lis régulièrement la presse algérienne. Avant même les élections, il y a eu plusieurs lois liberticides. La loi sur les médias n'a pas permis l'ouverture aux médias dits lourds, c'est-à-dire la télévision, la radio, qui n'étaient accessibles qu'au RND ou FLN, c'est-à-dire les partis proches du pouvoir. Donc comment faire une campagne électorale quand vous n'avez pas accès aux médias qui sont ceux que le peuple regarde? La loi sur les associations, pareil, sont liberticides. Le réseau euro-méditerranéen des droits de l'homme, toutes les ONG des droits de l'homme disent que la loi sur les associations est vraiment liberticide. Nous avons eu une campagne pendant laquelle il y avait un mouvement de boycott très important. Il y avait des manifestations tous les jours. Plusieurs jeunes ont été arrêtés parce qu'ils manifestaient contre ces élections pour le boycott. Et même un journaliste de Arte qui faisait un documentaire sur un jeune du MJIC, Abdou Benjedoudi, a été arrêté, le journaliste et le jeune. Bon, ils ont été ensuite libérés, mais d'autres jeunes sont toujours en prison. Donc ces élections... Donc les gens muselés, Monsieur le ministre, certains experts disent que la chose qui a été la plus transparente, c'est la fraude. Oui, dans la mesure où elle était annoncée déjà. Tout le monde savait qu'il y aurait fraude. Et de fait, il y a eu fraude. Donc c'était une demi-surprise. Sauf encore une fois, l'attitude de l'Union européenne. L'Occident cherche-t-il par là une normalisation autoritaire? Après ce qui s'est passé en Tunisie, ce qui se passe en Tunisie, en Égypte, etc., c'est, à mon avis, me semble-t-il, un bien mauvais calcul. Un mauvais calcul par rapport à l'avenir, une erreur stratégique majeure. Mais qui pourrait prouver
qu'il y a eu fraude? Est-ce qu'il y a un mécanisme qui puisse donc démontrer? C'est très simple. Si une je veux dire, vraiment, on est là devant un cas, presque un cas d'école. Comment est-ce qu'une dictature peut-elle organiser des élections régulières? La question est déjà dans l'énoncé. Tout le monde sait que l'Algérie est une dictature, est gouvernée par une dictature. Celui qui ne le sait pas, à mon avis, il vit sur une autre planète. Et cette dictature organise des élections. Toute l'opposition annonce la fraude. Les observateurs ont été envoyés pour cette raison. Et ces observateurs ont préféré ne rien voir. Ils n'ont même pas vu ce que la Commission nationale algérienne de surveillance des élections, la CNICEL, a vu. C'est pour ça que je parle de scandale. Tout le monde s'attendait, excusez-moi, tout le monde s'attendait à ce que le FLN, le pouvoir en place, allait faire un geste vis-à-vis des islamistes pour qu'on puisse parler d'une sorte d'effet d'entraînement. Donc, comme ça s'est passé en Tunisie, au Maroc, en Égypte, franchement, mais il n'en était rien. Sinon, vous parliez de la question des preuves, parce que c'est une question importante avant de pouvoir dire fraude ou pas. Je rappelle que la CNICEL a eu 150 recours et elle vient de faire un rapport avec des éléments factuels. Il faudrait regarder ce rapport. Contrairement, alors on va attendre quand même le rapport complet de M. Salafranca qui était chef de la délégation, mais moi j'ai quand même été terrible en tant qu'Européenne d'entendre qu'il y a eu un premier pas vers la démocratie, que les seules choses qu'on a retenues c'est que c'était des élections pacifiques et qu'il y avait beaucoup de femmes au Parlement. Mais le fond n'est pas là. Et en tant qu'Européens, on a à construire un avenir commun. Et aujourd'hui, ces actions-là qui décrédibilisent l'Union européenne, je peux vous le dire, je lis les médias régulièrement, j'ai des contacts avec les ONG, avec les citoyens algériens, et ils disent mais qu'est-ce qu'elle veut l'Union européenne? Pourquoi elle fait ça? Contrairement à ces valeurs, qui fait qu'on est en commun et on a envie de construire ce projet commun, c'est parce qu'on a des valeurs communes. Ces valeurs ont été bafouées. Et demain, comment construire cet avenir? Il faut absolument, et j'attends cela, du débat que l'on va avoir dans la Commission des Affaires étrangères et du rapport de M. Salafranca, le chef de la délégation d'observation électorale. J'espère qu'il reviendra et qu'il donnera une position qui est le reflet de la réalité de ce qui s'est passé. Je crois que contrairement à il y a 20 ans, je rappelle que l'Algérie a eu son printemps démocratique en 1988, puisque c'est les événements de 1988, je rappelle qu'il s'agissait d'émeutes à travers tout le pays, ont débouché sur la première constitution pluraliste démocratique, qui ont ouvert la voie aux élections de 1990, locales, remportées par le FIS, et aux élections de décembre 1991, donc législatives, remportées également par le FIS, avant d'être interrompues à la veille du deuxième tour. Donc, je ne sais pas quelle était la question, pardonnez-moi. C'était par rapport aux islamistes, je vous le disais, pourquoi il n'y a pas eu cet effet d'entraînement comme on l'a vu en Tunisie, au Maroc, en Égypte, en Libye notamment. Est-ce que la peur est encore dans le ventre? Et excusez-moi, je parle de la peur du régime par rapport aux islamistes. Est-ce qu'ils ont voulu que cette pièce de théâtre soit parfaite et ne donner aucune chance aux islamistes, même les pseudos, enfin... Oui, alors, il était attendu par plus d'un observateur que ces élections donnent l'occasion, sans coup fait rire, je dirais, puisqu'elles ont été truquées en amont, sans coup fait rire, ont beaucoup de pensaient qu'on allait avoir une victoire des islamistes, une victoire relative, un peu comme celle à laquelle on a assisté en Tunisie, en Libye, en Égypte et ailleurs. Et cela aurait dédouané le régime algérien de tout soupçon, puisqu'il aurait pu dire, ben voyez-vous, nous avons atteint le même résultat sans violence et sans printemps. Nous avons nos islamistes, ils ont gagné, ben voilà, c'est très bien. C'était ça d'ailleurs le plus grand danger, parce que ces islamistes-là, c'est des pourris, je suis désolé d'utiliser ce terme, ce qui est encore une fois la preuve, il faut que les téléspectateurs le sachent, des pourris, il y en a partout. Et il est bon de savoir, et la population algérienne maintenant le sait, que les islamistes ne sont pas que vertus, comme les démocrates ne sont pas que vertus. C'est là le principal enseignement. Eh bien, loin d'avoir ce résultat, qui aurait été un résultat de bon sens, on a eu encore une fois un trucage encore plus massif, où on nous ressort un parti qui était complètement déglingué, qui est le FLN, un parti que je n'ose même pas appeler parti, tellement il
il est loin. Il ne rappelle pas du tout le parti qui a libéré l'Algérie, qui était un front censé se dissoudre à l'indépendance. Bref, on nous ramène le FLN, grand, largement victorieux, qui aujourd'hui peut former une majorité avec n'importe lequel des petits partis qui ont eu 5-6%. Il peut former une majorité avec le RND, autre clone du FLN. Il peut former une majorité avec les islamistes. Bref, ce n'est pas très sérieux. Mais, encore une fois, à l'époque, les Algériens se plaisent d'ailleurs quand ils fustigeaient l'impérialisme, à l'époque des années 1960, 1970, ils disaient, ou ils faisaient dire à Diab, ils paraphrasaient Diab, qui disait, le général Diab vietnamien, qui disait que l'impérialisme était un mauvais élève, il n'apprend pas. Eh bien, il y a de quoi s'amuser aujourd'hui de voir que ceux qui utilisaient cette expression, aujourd'hui, eux-mêmes font figure de mauvais élèves. Ils n'apprennent pas de leurs erreurs et au fond, il n'y a rien d'étonnant à cela. Ils reproduiront toujours et encore les mêmes tares. Madame Benarab, encore une fois, le peuple algérien est leurré, frustré, insulté. Écoutez, d'abord pour juste revenir sur la question du FLN et du RND, comme vous l'avez dit, le RND est un clone du FLN. Il faut quand même voir qu'un des signes de la démocratie, c'est l'alternance politique. En Algérie, depuis l'indépendance, il n'y a pas eu d'alternance. Ce sont toujours les mêmes qui sont au législatif, en majorité, et à l'exécutif. Voilà, donc c'est déjà un signe très fort de dire quand est-ce qu'il y aura une alternance en Algérie. Vous évoquez le RND. Si je ne m'abuse, c'est le parti de celui qui est en ce moment et depuis de très longues années à la tête du gouvernement. Je veux parler de M. Ouyaya. Quelle est votre réaction quelle a été votre réaction quand vous avez entendu cette personne traiter Mohamed Bouazizi d'agent du Mossad? Bon, c'est terrible, je ne vais même pas commenter cela. Moi, je crois que c'est bon. Je crois que l'Algérie est dans une situation où elle a la Tunisie et ce mouvement de démocratie des peuples arabes, et elle a eu peur, je crois. Il faut le dire. Il faut quand même se rappeler qu'en janvier 2011, des manifestations étaient. Toute l'Algérie, il y avait des manifestations demandant la liberté et l'ouverture démocratique. Cette peur a obligé le pouvoir algérien à bouger. Alors, ils se sont dit, on est obligé de bouger, on va lancer d'une part un processus électoral, mais avec toujours les mêmes élus, toujours les mêmes parlementaires. Donc plusieurs lois organiques ont été votées, je ne l'ai pas tout à l'heure. Jusqu'au point de blesser, j'allais dire, la race humaine en traitant ce premier martyr du printemps arabe. Monsieur Yahya est une non-personne. Je veux dire, la personne de Yahya ne nous apprend rien, ne nous révèle rien, ne nous apprend rien du système. C'est un agent du système, un valet du système. C'est une insulte. Ce qu'il dit, cela étant, est une insulte contre les plus que 100 Algériens qui se sont immolés par le feu. Il faut le dire, il faut le faire savoir. Si un immolé par le feu tunisien a fait le printemps tunisien, il faut savoir qu'en Algérie, il y a 100 raisons de provoquer un printemps algérien. Le Maroc a plus, j'allais dire, le pouvoir marocain a plus confiance, a plus de respect vis-à-vis de son peuple. Il a laissé quand même les islamistes. Je crois que le Maroc est un cas à part, comme les monarchies, parce que nous parlons de système. Quand on parle de l'Algérie, on parle de système. Quand on parle du Maroc aussi, c'est un autre système. Nous avons affaire à une monarchie. Au pire, pour le roi Mohamed VI et la monarchie marocaine, c'est la monarchie constitutionnelle. Au pire, pour les républiques monarchiques, algériennes et autres, c'est la guerre civile. C'est pour ça que je dis les monarchies sont quand même dans une bien meilleure situation. Je pense qu'elles peuvent, les monarques peuvent s'autoriser des concessions et se transformer à terme en monarque constitutionnel, donc sans pouvoir de direction. Ce n'est pas très compliqué, ça s'est vu en Europe, ça s'est vu partout. Donc ils ont bien de la chance. Aujourd'hui, je dirais que les monarques ont bien de la chance par rapport aux dictateurs républicains, entre guillemets, républicains qui se réclament du peuple. Vous s'arrêtez un temps soit peu par rapport à la société algérienne, à l'économie algérienne. Si économie il y a.
Donc tout le monde le sait, un des problèmes de la population algérienne, c'est de se loger. Depuis quelques années, depuis 1999, le président Bouteflika a fait venir des sociétés chinoises pour faire bâtir des bâtiments. Des experts disent qu'aucun respect de la construction. Et Dieu seul sait si cette région du monde n'est pas une région sismique. Alors à la moindre secousse, qu'est-ce qui va se passer en Algérie? C'est même plus grave que ça. Ces grands travaux étaient l'occasion pour le gouvernement algérien de créer des emplois pour la jeunesse. Il faut quand même voir que la jeunesse est dans un mal-vivre, et pas seulement, tous les citoyens algériens sont dans un mal-vivre incroyable. L'Algérie est un pays riche, qui a un potentiel économique, un potentiel touristique avec un pays qui a des paysages magnifiques et qui n'est pas capable de créer des emplois. Concernant les logements, alors, bon, déjà, première chose, pourquoi faire appel à des entreprises qui ne permettent pas de créer des emplois pour les citoyens algériens? Deuxième chose, les règles, vous l'avez dit, alors il y a les problèmes urbanistiques, mais il y a aussi les problèmes environnementaux. Il y a une espèce de bétonnage qui est en train de se faire. Il faut savoir, par exemple, que toutes les côtes, il y a besoin de ciment pour fabriquer du béton. Actuellement, toutes les côtes sont en train d'être détruites, sacrifiées pour permettre ce béton. Et d'autre part, ce problème des logements, de ce que je peux lire dans la presse, c'est qu'il y a un trafic autour des logements. Il y a des constructions qui se font, il y a des listes de personnes, de citoyens qui devraient accéder, et hop, d'un seul coup, il y a d'autres personnes qui sont mises sur la liste et ils n'ont pas accès à ces logements qui sont construits devant eux. Des cadeaux empoisonnés. Oui, ce que vous dites là à propos des contrats, des grands marchés qui sont confiés à des entreprises étrangères, reflète un des dysfonctionnements du système. Parce que le système est mal géré. Je suis en train d'écrire un livre qui sera publié prochainement. Et ce que vous dites et ce que dit Madame la députée entre parfaitement là-dedans, puisqu'il couvre les 7 défauts, les 7 péchés capitaux, ou les 7 crimes commis par ce régime, par ce système. Un crime contre l'histoire. On triche sur le nombre de shuhada, on triche sur le nombre d'anciens combattants, on triche sur les statistiques, on triche sur tout et sur notre histoire, sur notre passé. Un crime contre la géographie, où on n'assume pas son rôle de leader régional. On a un privilège d'être au centre du Maghreb des 3, au centre du Maghreb des 5, et même avec une frontière avec le Sahara occidental, si ce pays venait à être indépendant. Cette posture, cette position géographique privilégiée, eh bien, le régime l'a insulté, n'arrête pas d'insulter ce privilège. Crime contre la société, contre les jeunes, contre les femmes, contre la religion, contre la mésérité, contre les droits de l'homme. Donc, en fait, c'est une violence perpétuelle qui est commise contre la société. Crime contre les générations futures. Un pays dont on détruit l'environnement quotidiennement, déforestation, pillage systématique des rivières, des sables des rivières, bétonnage du pays, etc. Crime contre l'économie aussi. L'économie qui est dans une situation d'aliénation. Le cas des Chinois, des entreprises chinoises en est un, puisqu'on ne sait plus rien faire. On ne sait pas construire des routes, on ne sait pas construire des barrages, on ne sait plus rien faire. On a perdu le savoir-faire qu'on avait accumulé dans les années 70, par exemple. Aujourd'hui, on est obligé, pour faire une route, un barrage, de faire appel à des entreprises étrangères, évidemment au détriment de l'emploi local. Enfin, un crime, j'allais dire, contre le bon sens. Un crime contre le bon sens, parce qu'un pays doté d'autant de ressources, un pays qui a une proximité géographique avec l'Europe, une proximité, une position géographique aussi privilégiée au Maghreb et par rapport à l'Afrique, charnière entre l'Europe et l'Afrique, ce pays-là gâche ses ressources pour des raisons inexpliquées. Mais en réalité, la question qui nous interpelle, est-ce que le point commun ou l'explication ou la mère des explications à tous ces problèmes n'est-elle pas le manque de démocratie? N'est-elle pas l'exclusion des masses, l'exclusion du peuple, du processus de décision, de prise de décision? Autrement dit, l'Algérie est-elle indépendante? J'en doute. L'Algérie n'est pas indépendante. Il est absolument, et je le dis en face, des Arabes qui ont cru dans cette révolution, en face des Maghrébins, en face des Européens et en face des Algériens. L'Algérie est toujours colonisée, mais par un colonisateur intérieur, d'autant plus pervers, d'autant plus dangereux qu'il ne se caractérise pas, il ne se définit pas comme tel. Une question terre à terre par rapport aux 7 péchés capitaux. Ouais. Il sortira quand, ce livre? En décembre.
Décembre 2012, Oui. donc. Oui. Hein. D'accord. Je reviens, Madame Benarab, à quelque chose de très important. Je donne des chiffres, et ce sont des chiffres basés sur des études qui ont été faites par des économistes algériens. C'est effrayant. Au niveau du système éducatif, 70% de bacheliers algériens reçoivent leur bac, ne s'expriment pas correctement dans la langue officielle de ce pays, l'arabe. Autant, donc ce pourcentage, plus effrayant encore, ne savent pas écrire dans cette langue correctement. Alors ma question à vous deux, on achète même la paix sociale à travers l'éducation de ces jeunes? Je crois que le problème de l'éducation est un problème vraiment très très important en Algérie. Il y a eu une déstructuration, il n'y a pas eu de projet éducatif. En fait, il faut rappeler quand même l'histoire et le processus. Les Algériens, en fait, sont dans une pluralité culturelle. Il y a le parler amazigh, le parler berbère, le parler arabe, mais le parler arabe d'Al-Hijaz, qu'on parle pas l'arabe officiel, etc. Et il y a le français, c'est aussi une des trois langues. Et d'ailleurs, il y avait un diplomate français qui avait dit cette phrase célèbre, les Algériens sont analphabètes trilingues. C'est-à-dire qu'ils ne méprisent aucune des trois langues. Ça parle quand même. Il l'a dit peut-être il y a 50 ans, mais aujourd'hui... Non, il n'y a pas 50 ans, il l'a dit il y a peut-être 10 ans. Mais si vous voulez, le projet éducatif, la politique éducative, elle est dramatique. Il n'y a pas de projet éducatif. Le problème qui a eu lieu, il faut se rappeler quand même, sur la question moi, je pense qu'il y a eu une négation de la réalité, de la culture algérienne. Ce que j'ai dit, ces langues-là qui font la pluralité de l'Algérie n'ont pas été acceptées. Boumedienne, au moment où il a dit l'Algérie, c'est un pays arabe, musulman, etc., il s'est rendu compte qu'il n'avait pas le potentiel pour éduquer et pour que cette langue arabe soit étudiée dans les écoles. Et il a fait appel à qui? Son grand copain, c'était le temps du panarabisme, à Nasser. Nasser était tout content de lui envoyer ses frères musulmans qui l'embêtaient bien chez lui. Donc il faut se rappeler qu'il y a eu ça. Il y a eu plusieurs enseignants qui étaient quand même dans cette vision-là, frères musulmans, qui ont fait un travail d'éducation. Et on a toute une génération qui a été éduquée avec cette approche, en ayant d'un autre côté la berbérité qui était quand même le fondement. Rapidement, un mot aussi, on va s'arrêter aussi un petit peu sur l'économie de ce pays. Le chaos économique, à qui il profite aujourd'hui? Alors, oui, voilà une bonne question qui, à mon avis, est tout à fait dans la logique du système. Aujourd'hui, l'économie informelle, l'économie souterraine, alimentée par un marché noir de la devise extrêmement dynamique et actif, prend le pas tant, augmente plus vite que le marché officiel. Donc l'économie souterraine, celle qui ne paye pas d'impôts, celle dont les profits sont les plus élevés, donc qui augmente de plus en plus vite au point de métastaser et d'empoisonner l'ensemble de l'économie, c'est l'économie souterraine. C'est un problème qui n'est pas pris en charge. Et les mafias, elles sortent de là. Les mafias servent ce système. Et c'est un système qui arrange tout le monde. Personne n'a intérêt à produire algérien. On a vu le débat en France, l'importance de cette question en France et partout ailleurs en Europe. Eh bien, en Algérie, c'est une préoccupation qui n'est pas du tout assumée par les dirigeants. Produire algérien, ça n'intéresse personne. Nous avons moins de 5% du PIB. La production industrielle est inférieure à 5%. Nous importons plus de 95% des biens industriels sont importés. Un ancien ministre algérien de l'industrie en 2006, d'ailleurs, il avait dit que les zones industrielles de l'Algérie sont devenues des cimetières. Oui, absolument. Mais on ne veut pas. L'ancien système public qui a été construit dans les années 70, 70 est toujours là. Il est obsolète, mais on continue à le nourrir, à le doper avec des milliards de dollars qui sont soustraits au revenu national. Et on sait très bien qu'il ne produit rien du tout. Pire encore, il y a un lien entre la dictature ou l'absence de démocratie et ce secteur public économique pléthorique d'une part et cette économie souterraine, donc non officielle d'autre part. Les deux mamelles qui nourrissent la dictature, c'est l'économie souterraine, informelle, clandestine, et le secteur public économique rentier, n'est-ce pas, qui représente aujourd'hui à peu près un tiers des emplois. Au finish, l'Algérie est un énorme chantier, c'est-à-dire si demain
la démocratie est instaurée, si demain ce régime dictatorial dit « Ok, je reconnais ma faute, au revoir, je rejoins Ben Ali ou d'autres dictateurs de par le monde », ce sera un énorme chantier. Alors par quoi commencer? Et très succinctement, oui, très Monsieur le Ministre. Ça sera un énorme signe d'espoir donné au monde entier, comme la révolution algérienne a suscité beaucoup d'espérance. Je crois que le succès de l'Algérie ou l'entrée de l'Algérie dans l'arène démocratique va être positivement ressenti partout, et à commencer par les pays du Maghreb, puisque nous bloquons les échanges aujourd'hui. Nous sommes responsables du blocage des échanges au niveau du Maghreb. Les dirigeants algériens peuvent affirmer le contraire tout le temps qu'ils voudront. Mais depuis 1973 et l'annulation par M. Abdeslam du comité permanent consultatif du Maghreb, au prétexte que l'ouverture des marchés de l'Algérie servirait de prétexte pour que des marchandises européennes viennent s'écouler sur le marché algérien. Bref, l'Algérie a été un frein, un blocage. Je pense que parmi toutes les explications possibles, il y a un complexe que nous faisons, pas que les Algériens se font, parce que les Algériens sont pleins d'espoir, aiment voyager, aiment échanger. Le système algérien, fermé qu'il est sur lui-même, a peur de tout, parce que c'est un système d'un autre âge. C'est le système des années 40 et 50. Les hommes qui sont aujourd'hui au pouvoir. Voilà. Je rappelle que vous avez été ministre au Trésor en Algérie entre 1990 et 1991. 91-92. Merci d'avoir été avec nous. Madame Malika Benarab, je rappelle que vous êtes députée européenne dans le groupe des Verts. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Madame, Monsieur, cette émission s'achève. Merci de l'avoir suivie. Je vous retrouve la semaine prochaine à la même heure et sur la même chaîne. Au revoir.